Bonjour tout le monde. Bon, Florent apparaît évidemment. Je vais m'introduire rapidement ici. Qui suis-je? Question que parfois on se pose également. Je suis à la DTI, chef de division, mais j'occupe plusieurs rôles qui m'amènent à vraiment toucher aux infrastructures de recherche numérique, dont, entre autres, certains savent déjà au niveau, on a Calcul Québec ici au Québec qui supporte les infrastructures de recherche numérique. Je suis le représentant institutionnel, donc je représente l'Université Laval auprès de l'organisation Calcul Québec et je suis également le chef de l'équipe qui est ici à l'Université Laval. J'agis également comme conseiller pour les infrastructures de recherche numérique à l'Université Laval, dont Valérian, qui va être le sujet, un sujet de la présentation aujourd'hui. Je suis également responsable administratif de l'équipe de développement de logiciels de recherche. Et certains peuvent se demander, le logiciel de recherche, est-ce que ça fait partie des infrastructures numériques de recherche? Bien, on va justement aborder ce sujet-là. Au niveau de Calcul Canada et de l'alliance dont je vais vous introduire aujourd'hui, je joue également un rôle au niveau de l'équipe nationale, au niveau de la réseautique et également au niveau du conseil de ce qu'on appelle en anglais Technological Leadership Council. J'ai également d'autres rôles aussi à l'Université Laval sur différents comités et conseillers, mais bon, ça fait un survol aussi pour vous expliquer, bon, quel est mon rôle et ce que je vais vous parler aujourd'hui. Première chose, on va tenter de s'entendre sur qu'est-ce que c'est une infrastructure numérique de recherche. Bon, il faut commencer avec la base, qui est le sujet de la conversation aujourd'hui. Donc, pour certaines personnes, ça peut être des infrastructures qui consistent en un bâtiment, un centre, du calcul ou des logiciels. Bien, on va faire un peu un tour pour tenter de démystifier et de clarifier qu'est-ce qui est quoi au niveau infrastructure. Ensuite, je vais vous amener au niveau de vous donner un portrait de c'est quoi l'infrastructure de recherche numérique au niveau national, les transitions, les transformations qui se sont passées récemment et le futur vers où est-ce qu'on s'en va. Et également, l'Université Laval, au cours des dernières années, a beaucoup investi au niveau de l'IRN et je vais vous donner un portrait. Un petit avertissement, ce n'est pas un portrait complet. C'est sûr qu'il y a des aspects que je ne couvrirai pas. C'est un webinaire d'une heure. Chacun des sujets que je vais couvrir pourrait faire l'objet d'une longue discussion, mais j'espère que vous allez en tirer profit et que ça va vous aider un peu à démêler c'est quoi exactement les infrastructures de recherche numérique. Première chose, on a l'Université Laval, ça a été inauguré en 2019, un bâtiment qu'on appelle le Centre de valorisation des données. Et parfois, les gens peuvent dire, ah, ça, c'est la place qu'on valorise des données ou il y a telle composante qui représente l'édifice. Mais en réalité, l'édifice, c'est un centre de données. On en a plus qu'un à l'Université Laval. C'est quoi un centre de données? Est-ce que c'est de l'infrastructure de recherche numérique? Oui, ça permet de supporter les infrastructures de recherche numérique. C'est beaucoup plus que le bâtiment. Quand on parle du bâtiment, on parle d'infrastructures dans lesquelles, par exemple, nos spécialistes au service des immeubles vont travailler fort et nos spécialistes à la DTI pour s'assurer que la plateforme, le centre de données fonctionne dans des conditions optimales. Et là, nos métriques, typiquement, on va parler de kilowatts ou même de mégawatts dans certains cas. On va parler de refroidissement, de BTU ou de tonnes de cooling, de contrôle, régulation contrôle au niveau de l'humidité, température. Et pour les centres qui sont plus modernes et à jour, on va également parler de métriques qui nous permettent de mesurer notre efficacité. Notre efficacité, au terme, on peut parler de PUE, excusez l'anglicisme, Power Utilization Efficiency. Ce que ça détermine, c'est comment efficace est un site par rapport à l'énergie qu'on consomme globalement pour le site versus celle qui est utile pour le travail qu'on veut faire. Dans notre cas, au niveau recherche, c'est du calcul, du stockage, de la réseautique. Donc, quelle portion de l'énergie est utilisée pour alimenter ce qu'on veut utiliser pour la recherche versus le reste du bâtiment. C'est une métrique très utilisée dans l'industrie et ça nous permet de voir l'efficacité où va l'énergie. Pour les centres plus modernes, pour ne pas nommer l'Université Laval, on va plus loin que ça. On va parler d'efficacité de réutilisation de l'énergie. Et là, encore une fois, c'est un sujet dans lequel on peut élaborer longtemps, mais pour vous donner une idée, c'est qu'on fait de la récupération énergétique à l'Université Laval, ce qui en fait quand même euh, un aspect très, très positif qu'on doit être fier. Maintenant,
infrastructure de recherche numérique, ça peut être des serveurs, ça peut être des cabinets qui sont remplis de serveurs de calcul, de stockage et de la réseautique. Effectivement, ça fait partie de l'infrastructure de recherche numérique qui s'appuie sur le bâtiment qui est en dessous. Donc, on a besoin du bâtiment pour supporter les serveurs et la charge qui est utile au niveau de la recherche. Et nos métriques, à ce niveau-là, on va parler d'unités comme des opérations point flottantes par seconde. Et ça, c'est déterminé par la caractéristique des serveurs de calcul. La quantité, leur configuration, la génération va influencer cette métrique. On va parler également d'opérations de I/O par seconde ou bien d'écriture-lecture sur les systèmes de fichiers par seconde, qui est également une métrique qu'on va utiliser pour la performance au niveau de la recherche sur le système de stockage. On va parler également de réseautique, de termes de gigabits par seconde. Mais bref, vous voyez un peu, là, quand on parle d'infrastructure, ce n'est pas juste le bâtiment qui est à l'intérieur et ce n'est pas juste le serveur parce que le serveur a besoin de l'infrastructure des centres de données. Et ce qui est plus visible au niveau des chercheurs, c'est l'application, c'est l'applicatif. Que ce soit ligne de commande, que ce soit via une page web, un notebook Python, RStudio, et c'est ce quoi vous, en tant que chercheur, utilisez, c'est les outils, les logiciels, l'info nuagique, peu importe lequel. Et là, la métrique qui va être utilisée, c'est, bien évidemment, c'est l'exécution, c'est la performance. Ou, plus communément, c'est j'ai une publication à faire et c'est la date de publication. J'ai besoin de pouvoir soumettre et d'avoir accès rapidement et efficacement à des ressources de calcul. Cet ensemble-là compose l'infrastructure de recherche numérique. Mais il manque un morceau qui est important, c'est les spécialistes. C'est le personnel qui est embauché pour s'assurer que l'intégration de cette pile complète-là fonctionne de façon optimale pour la recherche. Et ça, c'est souvent de bon, c'est l'attribut qui, oui, le matériel coûte des sous, mais c'est de quoi qui va devenir dans le temps qu'il va falloir qu'il soit remplacé. Les spécialistes, eux, on les embauche et vont gagner en valeur dans le temps et c'est vraiment une ressource qui est indispensable pour supporter la recherche dans l'exploitation des infrastructures de recherche numérique. Fait que tout ça ici, c'est une petite introduction rapide. J'espère que le temps, ça va rentrer. L'IRN national, un survol. Retournant en 2018, le gouvernement fédéral, dans son budget de 2018, a alloué une somme de 572 millions de dollars pour supporter l'infrastructure de recherche numérique nationale. C'est vraiment de s'assurer que les chercheurs canadiens disposent d'outils numériques nécessaires pour maintenir l'excellence scientifique. Qu'est-ce que ça implique? Bien, à ce niveau-ci, vous voyez ici, l'écosystème auparavant était quand même un peu, je devrais dire, chaotique, où est-ce que différents domaines étaient couverts par plusieurs organisations. La volonté ici est affichée à l'écran. Le côté Canari est l'organisme national qui s'occupe de tout ce qui est la réseautique de recherche et d'éducation au niveau national, a eu 145 millions pour sa mission au niveau de la réseautique, mais également cybersécurité. Et une nouvelle organisation, qui est écrit ici, une nouvelle organisation de l'IRN, s'occupe de trois aspects qui est fondamental au niveau de l'infrastructure de recherche numérique. C'est la gestion des données de recherche, le soutien au développement de logiciels de recherche et finalement le calcul informatique de pointe. 375 millions. L'organisation aujourd'hui est connue comme étant l'Alliance de recherche numérique du Canada, donc une nouvelle organisation qui est mise en place qui va s'occuper de ces trois piliers. Au niveau de gestion des lignes de recherche, on va y revenir un petit peu plus tard également, mais toutes les fonctionnalités des organisations qui étaient différentes auparavant, comme par exemple Canary avait un programme de données de recherche Canada, également Portage avec l'Association des bibliothèques de recherche ont développé des choses autour des données de gestion des données de recherche. Tout ça est maintenant sous l'aile de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, l'assistant, entre autres, plus connu de nos spécialistes ici à la bibliothèque pour les plans de gestion de données de recherche et également le dépôt fédéré de données de recherche se retrouve maintenant à l'Alliance. Au niveau logiciel de recherche, également des activités au niveau de Canary qui subventionnaient des programmes, des plateformes, dont je vais mentionner également plus tard, se retrouvent maintenant également sous l'aile de l'Alliance. Et finalement, le calcul informatique de pointe. Calcul informatique de pointe qui, depuis plusieurs années, en fait, depuis la création de Calcul Canada, était sous la responsabilité de la Fédération, se retrouve maintenant, en fait, depuis le 1er avril, c'est assez récent, sous l'Alliance également. Donc, vous voyez que l'écosystème devient consolidé sous une organisation.
Justement, au niveau de calcul, qu'est-ce que c'est? Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas nouveau, mais c'est une fédération de partenaires régionaux qui supportent les infrastructures de recherche numérique au pays. Donc, 4 régions, WestGrid dans les 4 provinces de l'Ouest, Calcul Ontario, Calcul Québec pour nous ici au Québec et AceNet pour les provinces atlantiques. Les spécialistes qui supportent l'IRN, on parle d'environ 200 personnes qui sont distribuées à travers 35 institutions d'enseignement, d'universités, qui travaillent avec leurs partenaires régionaux pour supporter les chercheurs à exploiter l'IRN. Les points rouges que vous voyez, c'est les 5 sites dans lesquels des infrastructures aujourd'hui sont déployées pour offrir les services qu'on va aborder dans un instant. Comme je mentionnais, Calcul Canada est maintenant n'est plus, en fait, n'est pas sous l'Alliance. Calcul Canada est à toute fin pratique dissoute et toutes les fonctionnalités, les services se retrouvent sous l'Alliance. Également, changement cette année est que WestGrid, dans l'Ouest, c'est également dissoute pour, ça c'est assez nouveau, je n'ai même pas les logos tellement que c'est nouveau, mais le Colombie-Britannique se regroupe sous une organisation et l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba vont se regrouper également, les universités à l'intérieur sous une organisation également. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans une période où ce que les choses bougent énormément et ça continue de bouger. Je vais vous montrer un peu l'état des lieux. Mais avant, plus près de nous, Calcul Québec. Calcul Québec, c'est quoi? C'est des membres et partenaires, c'est des universités. Calcul Québec, en fait, a été fondé, je crois que pas l'OBNL, mais la création de Calcul Québec date environ de 2012, si ma mémoire est bonne. C'est 4 vraiment institutions, 4 universités membres fondatrices de Calcul Québec, qui sont l'Université Laval, McGill, Sherbrooke et l'Université de Montréal. Mais également, beaucoup de membres se sont ajoutés et on a du personnel qui sont plus qu'à 4 sites, mais environ une dizaine d'universités à travers le Québec. Et encore une fois, le partenaire régional, c'est quoi? C'est l'organisation qui va supporter les infrastructures, mais également tous les services qui viennent autour des infrastructures de recherche numérique pour supporter la recherche. On parle de quoi? 40 personnes environ qui sont réparties dans une dizaine d'universités. Quand même beaucoup d'utilisateurs et utilisatrices au Québec, près de 5000 utilisateurs et utilisatrices dans différents groupes de recherche. Mais c'est également pas seulement l'utilisation des ressources de calcul, mais c'est aussi, et ça c'est de quoi qui est répété souvent par la recherche, on a besoin d'accompagnement et de formation. Calcul Québec, annuellement, tient environ 45 ateliers de formation dans lesquels plus de 1000 personnes ou 1000 chercheurs vont s'inscrire. Et également quelques statistiques au niveau, qui les utilise, c'est effectivement des chercheurs, des étudiants qui obtiennent des diplômes. On parle de plus de 450, vont avoir utilisé les ressources de Calcul Québec durant leur parcours et plusieurs publications scientifiques mentionnent avoir utilisé les services qui sont accessibles par tous les chercheurs canadiens. Je suis certain que ça génère beaucoup de questions, ce que je mentionne. J'y vais quand même assez rapidement, mais à la fin, je vais m'assurer qu'on se garde du temps pour qu'on puisse aborder les questions. Donc, là, je l'ai écrit en anglais, désolé pour l'anglicisme, le Digital Research Alliance of Canada, ou bien l'Alliance canadienne pour l'infrastructure de recherche, on dispose déjà depuis un certain temps des infrastructures. Je vous donne des chiffres ici, qu'est-ce qui est disponible en 2022, qui sont déployés dans les 5 sites. En fait, plus précisément, le premier chiffre au niveau des cœurs CPU. C'est quoi les cœurs CPU? C'est les serveurs qui sont distribués partout. C'est là où vos pipelines de génomique ou analyse quelconque roule sont distribués dans 4 sites. 4 grappes de calcul essentiellement sont distribuées dans 4 sites et composent environ tout près de 300 000 cœurs de traitement. C'est quand même un chiffre impressionnant, mais on va y revenir dans un instant. Accompagné de ça, il y a également des GPU. Les GPU sont en demande de plus en plus, surtout pour tout ce qui est développement au niveau de l'intelligence artificielle. Les GPU sont extrêmement prisés. On en a environ 3 000 distribués dans les 4 sites de différentes générations. Ça, c'est des acquisitions qui ont été faites à peu près depuis 2017. Au niveau stockage, si on regarde les 4 sites qui regroupent les grappes de calcul principales, on a environ 66 pétabytes ou bien 66 000 téraoctets d'espace. Ça peut sembler beaucoup, mais croyez-moi, la recherche a le tour de remplir le stockage assez rapidement.
Le troisième point, info nuagique, c'est, je mentionné tout à l'heure, il y avait 5 sites. Bien, l'Université de Victoria héberge un site qui a une vocation particulière, c'est d'offrir des services d'info nuagique à la recherche. Donc, on parle de virtualisation de CPU, de GPU et de stockage. Et les chercheurs s'en servent, entre autres, pour héberger des plateformes, des projets de plateformes spécifiques, que ce soit un portail de recherche ou des besoins qui nécessitent une certaine pérennité ou une certaine, je dirais pas pérennité, mais plutôt de garder en ligne des services pendant un certain temps. Mais on voit aussi également des charges de travail, de calcul qui sont envoyées dans un environnement virtuel, tout simplement parce que le travail qu'il y a à faire, l'analyse qu'il y a à faire est consolidé dans une image et cette image-là est exécutée en parallèle sur plusieurs instances au niveau GPU, au niveau d'info nuagique. Comme je mentionnais tout à l'heure, c'est quoi l'infrastructure de recherche numérique? Oui, c'est l'infrastructure, c'est les centres de données, c'est les infrastructures TI, mais c'est également des spécialistes. Encore une fois, ces infrastructures-là sont supportées par plus de 200 personnes qui sont distribuées dans différentes universités au pays, dont une partie est à l'Université Laval. Et aujourd'hui, on les appelle, auparavant, on nommait ces gens-là du personnel hautement qualifié. Une nouvelle nomenclature est apparue avec l'Alliance qu'on utilise. Certains l'aiment moins, d'autres moins, mais des spécialistes de l'IRN de l'Alliance. C'est un beau titre à mettre sur une carte d'affaires. Et encore une fois, distribué dans 35 universités. Disponible à tous les chercheurs et les chercheuses. Et, point important, tous les chercheurs sont éligibles, tous les chercheurs académiques sont éligibles à exploiter ces infrastructures-là et c'est des infrastructures qui sont 100% subventionnées. Donc, la vie est belle, c'est super. On a des infrastructures. Allez vous inscrire, exploiter les ressources. Mais évidemment, les ressources ne sont pas infinies. Je vous montre ici un graphique et une fois que vous avez un compte, vous avez accès aux infrastructures, vous avez accès à des ressources, ce qu'on appelle accès rapide, donc des cœurs, du stockage jusqu'à 10 TB. Aucun problème, c'est pour tous les chercheurs canadiens. Et évidemment, si un chercheur a un besoin plus grand que les ressources de base, un processus est en place, qui est un processus annuel d'allocation des ressources auquel le chercheur peut appliquer pour demander une plus grande quantité de cœurs, de GPU, de stockage ou une combinaison, et ainsi de suite. Ce processus-là est en cours depuis plusieurs années et tant que c'est justifié au niveau scientifique et technique, c'est évalué par un comité et un processus ensuite va attribuer les ressources. Le graphique ici montre la quantité de cœurs année. C'est qu'est-ce qu'un cœur année? C'est, imaginez, vous avez un serveur dans lequel vous avez un processeur avec une quantité de cœurs. Un cœur année, une allocation d'un cœur année est l'équivalent qu'un de ces cœurs-là de traitement va être attribué à un chercheur 365 jours par année, 24 heures sur 24. C'est sûr qu'on n'exige pas nécessairement l'utilisation et la ressource est disparue s'il n'est pas utilisé. C'est un ordonnanceur qui s'en occupe, mais vous avez une priorité d'accès afin de vous aider à atteindre cette cible-là auquel vous avez demandé. Donc, on s'occupe pour que les grappes soient occupées à 99 tout le temps durant l'année, mais la façon que les allocations sont faites, c'est d'atteindre une cible pour atteindre les ressources que vous avez demandées. La courbe rouge démontre ce qui a été demandé en cœur année au cours des dernières années. Et vous voyez, la courbe rouge est en croissance très élevée, alors que la courbe bleue démontre les ressources qui sont disponibles au niveau national. Les courbes divergent assez rapidement, surtout en fait, depuis 2014, et un écart s'est approfondi depuis 2018. Tout simplement parce que l'investissement qu'on a fait en infrastructure de recherche numérique les dernières années ne réussit pas à rattraper la demande des chercheurs canadiens. Et ça, c'est un problème. Et quand ces chercheurs vous disent le temps d'attente est élevé, je pense que vous voyez un graphique qui explique un peu la situation qu'on a aujourd'hui. Donc, ces informations-là que je vous montre sont publiques. L'URL que j'ai mis au bas de la slide, c'est ce qui a été publié par l'Alliance et le processus ou le résultat de la compétition d'allocation 2022 est disponible à tous ceux qui veulent le consulter. Donc, effectivement, on a une demande qui est beaucoup plus grande que les ressources disponibles. Depuis 2018, ce qui est intéressant d'observer, c'est quand même une croissance plus grande et c'est là que si on regarde les données des utilisateurs, exemple du Québec, on compare 3 années. 2017, 2019, 2022. Et ce qui est intéressant de remarquer, on a une catégorie d'utilisateurs selon le domaine de recherche. Fait qu'on voit que
le domaine traditionnel, si vous voulez, de recherche qui exploite du calcul informatique de pointe depuis déjà plusieurs années, voire des décennies, se trouvent vraiment les domaines qui sont à gauche du graphique, donc chimie, environnement, génie, physique, astronomie. Celui au centre, on voit vraiment une démarcation de 2017 et 2019, mathématiques et informatique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en mathématiques et informatique pour qu'il y ait une telle demande, pratiquement plus que doublée entre les 2017 et 2019? Eh bien, on est allé l'idée, c'est les chercheurs en intelligence artificielle avec les avancées au niveau de l'utilisation des GPU, la demande en calcul a vraiment progressé de façon très importante. Donc, on voit vraiment une explosion des besoins de calcul dans ce domaine, mais également en biologie et sciences de la vie, sciences médicales. Parce que les appareils de recherche deviennent de plus en plus performants, génèrent beaucoup de données. La demande en capacité d'analyse et de stockage est grandissant dans ce domaine-là, principalement, entre autres, dans le domaine de la génomique. Vous pouvez imaginer la quantité de données qui est générée et analysée. Et finalement, juste attirer votre attention sur le dernier point, c'est les côtés sciences humaines et sciences sociales, qui est en constante croissance, ce qui est bon signe. Parce que oui, le calcul informatique, ce n'est pas juste pour les sciences et le génie, mais s'applique aussi dans différents domaines qui sont moins traditionnels. Et ça, il y a des travaux qui sont là pour encourager l'adoption de ces technologies-là. Parfait. Fait que je viens de vous montrer, oui, c'est disponible pour tout chercheur, c'est subventionné, mais là, il n'y en a pas assez. Le temps d'attente augmente et l'écart entre la demande et ce qu'on fournit est toujours en croissance. Si on revient au niveau du budget fédéral, 375 millions ont été réservés au niveau budgétaire pour la nouvelle organisation. Et la nouvelle organisation doit disposer, doit prendre des actions afin que les outils numériques nécessaires soient disponibles pour les chercheurs pour maintenir les besoins de leur recherche. Donc, un plan, il y a eu des consultations au cours des dernières années auprès de l'Alliance ou au INDRIO, qui était le nom précédent. Vous avez peut-être participé également aux consultations. Les consultations ont eu lieu pour évaluer l'état actuel des trois piliers. Là, j'ai parlé beaucoup de calcul informatique de pointe, mais les logiciels de recherche et aussi la gestion des recherches font partie des piliers que l'Alliance doit prendre sur son aile et s'assurer qu'on a les ressources nécessaires, évaluer les besoins de ses membres. Il y a eu des rencontres, des consultations avec les parties prenantes et il y a une planification stratégique. Ça a donné lieu à un plan stratégique qui a été publié cette année, qui est disponible sur le site de l'Alliance, le plan stratégique pour couvrir les années 2022 à 2025. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le plan stratégique? Bien, évidemment, c'est identifier ce qui a été identifié dans les consultations et on ne se le cachera pas, le besoin, c'est qu'on n'a pas assez de ressources numériques pour satisfaire la demande des chercheurs canadiens. Il y a un plan d'action qui a été mis, un plan opérationnel qui est également disponible, que je vous invite également à consulter. Des actions à court terme, il y a des groupes de travail qui vont livrer sous peu une stratégie pour le maintien et la croissance de toutes les ressources au niveau calcul informatique de pointe et infonuagique au pays, et également d'autres aspects au niveau logiciel de recherche, d'autres groupes s'affairent là-dessus. Mais un point également important, c'est la nouvelle organisation doit définir un nouveau modèle de comment les services vont être livrés. Comment l'Alliance va livrer le service aux chercheurs. Ça nous prend un modèle. C'est quoi les services? Les classer. Qu'est-ce qui est un service national? Qu'est-ce qui est un service régional ou local? Et le modèle de financement qui va venir avec. Oui, il y a de l'argent dans le budget fédéral, mais ce financement-là vient avec un modèle financier, avec des contributions qui vont être nécessaires au niveau des régions ou des provinces. Tout ça doit être sorti très, très bientôt afin de passer à la prochaine étape. Également, ce qui est prévu dans le plan opérationnel, c'est un programme pour supporter les logiciels de recherche ou supporter vraiment le côté des pratiques. Il y a l'adoption et des pratiques exemplaires en matière de gestion de données de recherche, mais également en termes de soutien pour le développement de logiciels de recherche. Donc, on peut s'attendre que dans la prochaine année, des annonces vont être faites, on l'espère bien, et les choses on va se diriger vers une augmentation des ressources disponibles pour les chercheurs au pays. Ça résume un peu mon portrait à 10 000 pieds de l'écosystème numérique de recherche au niveau national. On va aller du côté de l'Université Laval. C'est quoi l'état des lieux et où est-ce qu'on en est? L'Université Laval a investi de façon importante
dans les dernières années au niveau des infrastructures numériques pour la recherche. Et là, je vais vous donner un petit bilan peut-être rapide au niveau de qu'est-ce qu'il y en est, du moins de ce que moi auquel j'ai participé. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. J'ai sûrement des angles morts. Ceci étant dit, si vous avez d'autres informations à me partager, je serais très heureux. En 2006 environ, l'Université Laval a reçu des fonds au niveau d'un programme FCI pour ce qu'on appelle la plateforme nationale. Ces fonds-là ont permis à l'Université Laval d'aller chercher 11 millions de dollars pour construire un premier centre de calcul à l'université, un premier centre de calcul qui ferait partie, ou une plateforme de calcul qui ferait partie de la plateforme nationale. Ça, c'était pas mal le début de Calcul Canada. Ces fonds-là nous ont permis de créer, au niveau des infrastructures, un centre de données qui est le silo. Alors, pourquoi on l'appelle le silo? C'est la structure qui est à côté du pavillon Vachon, qui a été construit à l'époque, en même temps que le pavillon Vachon, pour la physique nucléaire. En fait, ça hébergeait un générateur de particules de type Van de Graaff qui était rendu à sa fin de vie, plus utilisé, mais le site existait encore. L'idée, ça, c'était un chercheur, Marc Paguizou, avec son étudiant gradué, Nicolas Dubé, qui ont cherché l'endroit où est-ce qu'on pourrait déployer une grappe à l'Université Laval. Il y avait plusieurs salles potentielles. Et une idée qui, à l'époque, paraissait farfelue, mais qui s'est avérée une idée vraiment originale. Exploitons le cylindre pour héberger une grappe de calcul. Au lieu d'y aller de façon traditionnelle avec un espace rectangulaire pour héberger des cabinets de serveurs, ils sont disposés en 3D. Donc, dans un cylindre dans lequel le refroidissement est mis dans un cylindre que les serveurs peuvent refroidir à l'air. Le principe de refroidissement, c'est toujours à l'air. Et le cylindre à l'intérieur chaud va être tout simplement pris par un système de refroidissement au sous-sol. Et tout ça est accompli grâce à la boucle d'eau froide à l'Université Laval. Je vais en reparler dans un instant au niveau des autres sites également, mais ce qui est intéressant à l'Université Laval, c'est qu'on a la chance d'avoir quand même une infrastructure qui est efficace, tant au niveau chauffage que refroidissement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la boucle d'eau froide qui distribue de l'eau à 5 degrés à travers le campus. Et on utilise cette source-là pour faire circuler de l'eau dans des serpentins de refroidissement. Ce qui fait en sorte qu'on a une grappe, un site ici, j'allais dire grappe, vous voyez, je confonds des fois les différentes couches. Le site est en mesure de refroidir plus de 1,2 MW de chaleur juste avec l'apport d'eau froide de l'Université Laval. Donc, ça nous permet d'avoir un site où est-ce qu'en TI, en serveur stockage, on est capable d'héberger jusqu'à 1 MW. J'ai mentionné haute densité parce qu'on va comparer avec les autres centres qu'on a à l'Université Laval. Ce site-là a été construit pour vraiment mettre des cabinets où est-ce qu'on va avoir une haute densité d'énergie disponible pour les équipes ATI. Donc, ce n'est pas de la haute disponibilité, mais de la haute densité. Si on compare ça avec un autre site, qui est le CI, le Centre informatique institutionnel, qui a été construit en 2010, qui est juste à côté du silo, mais bon, c'est un peu discret, il faut être attentif pour l'avoir. Cet édifice-là, ce centre-là, a une capacité TI de 600 kW. Mais le 600 kW, c'est de la haute disponibilité. Quand on parle de haute disponibilité, c'est qu'on veut être tolérant à des pannes. À titre d'exemple, s'il y a une panne d'Hydro-Québec, la plupart du calcul, sauf ce qui est une petite partie qui est sur UPS, mais le calcul intensif au niveau de la recherche va tomber. Ensuite, quand Hydro va revenir, là, on va pouvoir remonter les serveurs de calcul et les données, elles, sont préservées sur un UPS, mais en général, la capacité de calcul d'analyse n'est pas protégée. Et ça, c'est un principe assez commun quand on parle d'infrastructure de recherche numérique, c'est de ne pas mettre tout sur UPS parce que les fonds, on veut l'utiliser pour donner de la capacité à la recherche et non pas pour de la haute disponibilité. C'est un requis qui est très différent et souvent les gens qui gèrent des centres de données se trouvent ça un peu spécial, mais c'est parce que le besoin n'est pas le même au niveau de la haute disponibilité, comme par exemple des services administratifs. Donc, on va miser plus pour de la haute densité. Par exemple, pour vous donner une idée, dans le silo, on peut mettre des cabinets de plus de 40 kW, alors qu'au CI, on va viser plus autour de 15 kW, mais le besoin n'est pas le même. Donc, haute disponibilité au niveau UPS, génératrice, au niveau refroidissement également. S'il y a une coupure de la boucle d'eau froide, ça reste en fonction. Et pour vous donner une idée au CI, depuis sa mise en production, il n'y a eu aucune panne
aucune panne par rapport à l'enceinte parce que toute la relève est là pour préserver les opérations. Et ça, c'est critique pour plusieurs services à l'Université Laval. Au niveau du CVD, même chose, inauguré en 2019, on parle de 100 kW de très haute disponibilité. Là, j'ajoute l'adjectif très ici parce que la redondance est vraiment N+1 jusqu'aux génératrices. Donc, c'est vraiment un environnement où est-ce que si on veut avoir des infrastructures, et ça peut même être des infrastructures de recherche, parce qu'il y a des aspects de recherche de plus en plus. J'ai parlé à date de calcul informatique de pointe, mais on a des aspects au niveau recherche, au niveau de données et autres qu'on veut préserver, on voit la haute disponibilité, c'est des environnements qui sont idéaux pour ça. Le stockage en est un. On ne peut pas se permettre d'avoir du stockage qui n'est pas sur un UPS en haute disponibilité, c'est essentiel. Je vous mentionnais tout à l'heure que l'Université Laval a investi beaucoup au niveau des infrastructures de recherche numérique. Bien, au niveau centre de données, je pense que c'est assez clair qu'on a une capacité à l'Université Laval de très haute qualité. On fait de la récupération énergétique et c'est vraiment important. Et surtout important avec des investissements futurs qui s'en viennent. On a la capacité à l'Université Laval pour héberger des infrastructures. Et juste pour compléter, le développement durable est important à l'Université Laval. Bien, effectivement, les infrastructures où est-ce qu'on a de la densité, de haute densité d'énergie, on est en mesure de faire de la récupération énergétique. Et en fait, on ne fait pas juste le dire qu'on le fait, on le fait et on le mesure. En 2014, en collaboration avec le service des immeubles, on a effectivement mesuré, lorsque Colos était encore en opération, on parle d'un bon 400 kW d'énergie qui était consommée dans le site. Cette énergie-là, quand un ordinateur consomme de l'électricité, qu'est-ce qu'il fait avec? Ben, ce n'est pas du travail en soi mécanique, c'est de la chaleur. Les transistors dissipent de la chaleur. Cette chaleur-là, elle doit être récupérée, elle doit être absorbée pour refaire de l'air frais, mais cette chaleur-là est transférée à toute fin pratique dans la boucle d'eau froide. Étant donné qu'on a 2 centrales d'énergie à l'Université Laval et c'est des circuits fermés où est-ce qu'on circule l'eau froide est utilisée et retournée à la centrale, bien, dans le retour à la centrale, on a des pompes thermiques très efficaces. Et ces pompes-là sont en mesure de récupérer l'énergie qui est retournée, la chaleur. Et avec le service des immeubles, on a quantifié ces mesures-là avec les données de régulation-contrôle qu'on avait d'accessibles durant l'opération de Colos. Et l'Université Laval a même participé à un concours et en 2014 a gagné 2 prix au niveau de l'efficacité qui a été mis en place pour puis les particularités du fait qu'on réutilise un bâtiment, mais également l'efficacité énergétique qu'on a au niveau de récupérer de la chaleur produite par les serveurs. Donc, ça, je pense que c'est un aspect qu'il faut être fier à l'Université Laval. Infrastructure, là, j'ai parlé des bâtiments. Maintenant, on parle d'infrastructure de recherche numérique qu'on a à l'Université Laval. Et celui que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Valeria. Je pense dans le temps, je suis correct. Donc, infrastructure à l'Université Laval, on parle de quoi? Ben, encore une fois, comme je mentionnais tout à l'heure au niveau national, on parle de cœur de stockage et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, Valeria, on parle d'un investissement qui a eu lieu avec le fonds d'infrastructure stratégique qui a été obtenu, qui a donné naissance au CVD. L'Université Laval a également attribué des sommes afin de construire une fondation pour supporter la recherche dans ce qu'on appelle le côté valorisation des données puis d'analyse de données, supporter la recherche dans l'IRN. Valéria, on parle de capacité de calcul, autant CPU que GPU. Et le chiffre que j'ai mis ici, probablement que Bruno est connecté, il doit se dire Hey, Florent, il n'y a pas les bons chiffres. Mais effectivement, j'ai fait exprès pour mettre ces chiffres-là pour mentionner que la capacité au niveau cœur et fil d'exécution a augmenté. Une des choses intéressantes, c'est que non seulement Valeria est une fondation, mais permet aussi aux centres de recherche ou aux instituts qui veulent investir dans des infrastructures de recherche numérique de pouvoir les consolider avec Valeria. Et le cas ici est entre autres l'IBIS, qui a récemment fait l'acquisition d'un serveur pour supporter ses chercheurs au point de vue de génomique non humaine et capacité de calcul. Mais le serveur a été connecté dans l'environnement de Valeria et vient rehausser la quantité de cœur disponible. Ceci étant dit, cette infrastructure-là est en priorité pour IBIS, mais vous le savez, souvent, les serveurs de calcul vont être utilisés pour des besoins spécifiques de recherche, mais 24/7, 365 jours par année, des fois, il y a des espaces où est-ce que cette ressource-là peut être disponible pour d'autres chercheurs. Et c'est là que vient l'avantage de mettre en commun des infrastructures de recherche dans un espace qui est géré en collaboration avec les centres de recherche. Fait que ça, je trouve que c'est un bel exemple pour démontrer l'utilité d'avoir des infrastructures supportées par l'Université Laval. Stockage, on parle de 3,7 pétabytes au niveau file system, Lustre, Ceph.
Je n'irai pas dans le détail des technologies parce que je vais dépasser le temps qui m'est attribué, mais quantité de stockage qui est flexible pour différents besoins selon le contexte du besoin de recherche. Je mentionne également le réseau dédié aux infrastructures de recherche numérique. Souvent des choses qui sont invisibles au niveau des chercheurs, mais lorsque Valeria a été créée, on a créé un environnement qui est dédié pour la recherche. Et ça inclut pas seulement le stockage et le calcul, mais également ce qui sous-tend l'interconnexion des appareils, oui, la réseautique à très haute vitesse, mais également une réseautique qui est dédiée pour permettre aux chercheurs à l'Université Laval d'avoir une connectivité performante avec le reste de l'IRN national. J'ai un autre slide qui va aller dans le détail là-dessus. Je vais juste demander votre proximité. C'est une infrastructure qui est déployée à l'Université Laval. Donc, ça ouvre des possibilités afin de permettre sont où les données, les chercheurs sont dans des centres de recherche, sont dans des laboratoires. Vous investissez dans des infrastructures qui vous permettent de faire votre recherche, que ce soit à travers des grands appareils qui vont générer des données, des microscopes électroniques, des séquenceurs génomiques. Ça, c'est des producteurs de données. Des centres qui sont connectés à l'Université Laval, que vous soyez sur le campus ou hors campus, l'Université Laval possède son propre réseau de fibre optique qui connecte nos partenaires, les centres de recherche affiliés dans les milieux hospitaliers. On a la chance d'avoir cette richesse-là, de posséder notre réseau pour connecter les centres de recherche. Et vous pouvez voir le côté proximité, c'est que ces appareils-là peuvent être connectés vers une infrastructure à l'Université Laval et utiliser une capacité de calcul qu'on a mis en place pour collecter, pour aller chercher les données, mais également les analyser et vous permettre de faire les analyses nécessaires. Et évidemment, il est possible dans certains cas que les analyses nécessaires aillent au-delà des capacités des ressources locales. C'est là où l'interconnexion et la capacité de pouvoir transporter ces données-là et vos pipelines au niveau national restent quand même primordiales. Finalement, Valeria s'ajoute à vos outils, à vos capacités de ressources informatiques pour la recherche, en plus de ce qui est disponible à l'Université Laval. Le dernier point, plutôt l'autre point, c'est sécurité et pérennité. Et ça, il faut mettre en perspective l'importance de cet élément-là. Vous le savez, les trois organismes subventionnaires ont une politique au niveau de la gestion, la bonne gestion du cycle de vie des données de recherche. On ne peut plus simplement générer des données, mettre ça sur un disque USB, mettre une tablette et c'est terminé. Les organismes vont demander qu'il y ait un plan qui soit mis en place pour s'assurer que l'investissement qui est fait par les organismes subventionnaires, les données qui vont être produites, la recherche qui va être produite soit pérenne. D'où la raison d'avoir une saine gestion au niveau des données de recherche. C'est des exigences qui s'en viennent de votre côté. L'Université Laval a également fait sa politique, sa stratégie que je vais mentionner plus tard. Ça devient une exigence supplémentaire de votre côté. On a des spécialistes à l'Université Laval qui peuvent vous accompagner là-dedans. C'est parfait. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres exigences qui vont venir. Donc, entre autres, vous le savez, vous avez eu des communications au niveau de la sécurité, l'importance de sensibiliser la population au niveau de la sécurité informatique. Ça s'applique également au niveau recherche. Des plans de cybersécurité au niveau recherche, des exigences auxquelles il va falloir adhérer, c'est essentiel. D'où l'importance d'avoir une collaboration, de travailler ensemble afin de vous aider à avoir des infrastructures qui vont gérer de façon pérenne, sécuritaire et ainsi de suite. Donc, à quelque part, on n'a pas le choix. Il faut investir dans les infrastructures, dans la recherche numérique et supporter la recherche pour ne pas que vous ayez ce fardeau-là non plus de chaque laboratoire, chaque chercheur soit responsable de sa sécurité, pérennité et ainsi de suite. Ça devient très, très fastidieux. Vous vous rappelez, il y a une seconde, je parlais au niveau connectivité. Bien, on a la chance, encore une fois, on est au Québec, d'avoir le RISC, qui est notre fournisseur de connectivité au niveau recherche et éducation. Le RISC possède un réseau de fibre optique très large qui couvre la province. Mais entre Québec et Montréal, on a une boucle justement avec le RISC qui dépasse de 100 gigabits par seconde, donc très performant. Canary, la même chose. Quand vous utilisez, exploitez les infrastructures nationales ou encore des banques de données qui sont à l'extérieur, évidemment, vous devez transférer des données. Et de plus en plus, vous le savez, les données deviennent massives, des volumes importants transférés. Et bon, vous savez, des fois, la performance réseau doit être au rendez-vous.
on a mis en place ce qu'on appelle le Science DMZ, qui est basé sur des choses qui ont été identifiées. Là, je ne vais pas élaborer trop longtemps parce que je vais dépasser le temps qui m'est attribué encore une fois. Mais ce qui est important, ce qui a été identifié depuis longtemps, et même aux États-Unis, la National Science Foundation a un programme pour aider les campus à se connecter aux infrastructures de recherche numérique nationales. La même chose ici est nécessaire parce que le réseau, c'est du bout en bout. C'est beau avoir des réseaux très haute vitesse. Au niveau Calcul Canada, on a de quoi de très performant. Au niveau national, Canary, le risque ont des réseaux extrêmement performants. Le dernier mail est important. Le dernier mail est où? C'est chez vous. Le chercheur, c'est vous qui avez besoin des données ou qui produisez les données. Et vous devez les déplacer, ces données-là. Donc, c'est important pour les campus de recherche d'offrir une infrastructure performante et de vous connecter sur les infrastructures réseautiques qui sont déjà présentes, qui sont disponibles, mais le dernier mille, on doit le régler. Et c'est là, en investissant dans Valeria, on a dédié un réseau dédié pour la recherche. Notre connexion au risque, on en a une à l'Université de Laval, mais on en a une également qui est dédiée pour le transfert de données de recherche. Donc, c'est là que, excusez, mon animation ne marche pas bien. Parfait. C'est là que ça devient important d'avoir un IRN à l'Université de Laval, c'est de supporter la recherche dans un domaine de données où est-ce que les données deviennent très, très importantes. Donc, Valeria, beaucoup de services, je n'irai pas dans le détail parce que le temps file. Donc, Jupyter, beaucoup de services qui sont là aujourd'hui, qui sont accessibles aux chercheurs. Je vous invite d'aller sur le site web qui est donné en référence à la présentation, d'aller voir c'est quoi les services, mais également, c'est encore une fois une base où est-ce que des services communs sont disponibles. Et Valeria peut aussi offrir d'autres services qui vont devenir accessibles tant que c'est des services, des nouvelles fonctionnalités qui vont être mutualisables, qui vont être intégrées et aussi au bénéfice de la communauté d'utilisateurs. Donc, je vous encourage à rentrer en contact avec l'équipe et de prendre rendez-vous pour avoir plus de détails comment accéder aux infrastructures. C'est également de l'accompagnement, je l'ai dit et c'est clair, c'est un message qui nous est communiqué de la part des chercheurs. L'accompagnement est essentiel. Également, rentrer en contact avec l'équipe pour avoir de l'accompagnement, peut-être avoir un guide de démarrage rapide pour comment exploiter les ressources et vous aider à ce niveau-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, entre autres, il y a des exemples types qu'on pourrait donner avec, par exemple, la FSAA au niveau de l'intégration de la faculté ou des services de la faculté qui utilisent Valeria aujourd'hui. Puis bon, je crois qu'on a des beaux exemples à donner ici. Pour compléter le survol, il me reste à peu près 2 slides. Oui, parce que je vais laisser du temps aux questions. Je suis certain que j'ai généré pas mal de questions, j'espère. Le logiciel de recherche fait partie de l'infrastructure de recherche numérique. Ça fait peut-être un peu bizarre à dire, mais oui, c'est les 3 piliers: gestion des recherches, logiciel de recherche et calcul informatique de pointe. On a la chance à l'Université Laval d'avoir une équipe qui est financée par le programme Canary au niveau du soutien local au logiciel de recherche. On a une équipe de 3 personnes qui est mise en place depuis déjà après mi-2000 et le but la mission de l'équipe est vraiment de développer des outils logiciels pour accélérer les activités de recherche de l'Université Laval et aussi contribuer à l'ensemble de la communauté de recherche au Canada. Donc, c'est vraiment la mission qui est tirée de l'objectif du programme Canary. Pour vous donner quelques chiffres ici, il y a eu 2 appels à projets qui ont eu lieu en 2021, dans lesquels on a quand même eu des demandes, 10 au premier appel et 15 au deuxième appel. Donc, on voit il y a trop un peu de données pour dire quelle va être la progression pour le prochain appel, mais on voit qu'il y a un besoin. Et ce qui est vraiment, je trouve, intéressant ici, c'est que les demandes ne proviennent pas juste de 1 ou 2 facultés, mais on parle ici de quoi? De faire 8 différentes facultés. Donc, on voit que c'est un domaine, c'est un besoin qui est généralisé. Fait que, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir examiner de près. Et j'abuse de mon temps d'antenne ici pour vous dire qu'un 3e appel a été lancé cette semaine. L'échéance est le 20 mai. Là, l'URL qui est également donnée en référence. Je vous encourage fortement, si vous avez des besoins au niveau de logiciel de recherche, de soumettre une application. Et quand je dis soumettre une application, on a tenté de mettre la marche la plus basse possible. On vous demande d'écrire pas plus que de 200 mots, juste d'écrire l'idée, sans de détails techniques, pour que l'équipe puisse prendre connaissance de vos besoins et de prendre contact avec vous par la suite. Fait que je vous encourage fortement d'appliquer parce que l'équipe est là pour vous aider. Et finalement,
gestion de données de recherche. On a un comité institutionnel pour la gestion des données de recherche à l'Université Laval. Une stratégie de politique a été définie. J'ai mis ici le lien qui est quand même assez long, surtout si vous êtes à distance et d'écrire le lien, ça peut être assez problématique. Mais elle est donnée également en référence à la fin de la présentation qui va être disponible. Je vous invite de consulter pour aller voir c'est quoi exactement la gestion des données de recherche et les exigences qui sont faites au niveau des 3 conseils. Et nous avons des spécialistes à l'Université Laval qui sont là pour vous aider. On a une adresse qui va rejoindre ici Émilie, qui est notre ambassadrice au niveau de gestion des données de recherche, au niveau des bibliothèques, et qui va être capable de vous guider, entre autres, pour définir, bon, c'est quoi un plan? Je commence par où? Est-ce que j'ai des guides? Est-ce que j'ai des exemples? Et le service est là pour vous aider et va être capable de vous diriger vers des dépôts de données, qu'est-ce qui existe, et de vous aider pour nous assurer que votre demande de subvention, en ayant un bon plan de gestion de données de recherche qui est attaché, va vous donner de meilleures chances ou va augmenter vos chances d'obtenir le financement que vous recherchez. N'hésitez pas à faire appel aux services qui vous sont disponibles. Et je termine sur juste, évidemment, je n'ai pas inventé tout ce que j'ai présenté, c'est tiré de plusieurs sources d'informations. Beaucoup de ces informations-là sont publiques. Pour ceux qui cherchent de la lecture, il y a énormément de documents disponibles. Et je vous invite à y aller. Et également, l'équipe de développement de logiciels, Valeria et Calcul Québec, les liens sont donnés ici. Ça va conclure, j'espère. On a un peu de temps pour les questions. Super.